Ce soir, l'histoire de la région des Grands Lacs a peut-être basculé. Après 3 décennies d'une guerre invisible mais dévastatrice qui a coûté la vie à plus de 10 millions de personnes, un espoir monumental se lève à l'horizon. Nous parlons des accords de Washington. Ces accords, présentés conjointement par les présidents de la République démocratique du Congo, du Rwanda et les États-Unis, constituent un ensemble d'engagements sans précédent visant à mettre fin à des décennies de conflits. Le président américain Donald Trump lui-même n'a pas hésité à parler de la fin de 30 ans de guerre. Alors, qu'est-ce qui rend ces accords si majeurs? Au-delà du simple cessez-le-feu, ce texte inclut des dispositions capitales, le désarmement des groupes armés, le retour sécurisé des réfugiés, des mécanismes de justice pour les crimes passés et un ambitieux programme de relance économique régionale. Si le président rwandais Paul Kagame affirme que son pays restera engagé, son homologue congolais Félix Tshisekedi a réaffirmé l'engagement sous l'année de la RDC, tout en insistant sur la nécessité pour le Rwanda de faire preuve du même sérieux. Cet optimisme est-il justifié? Ces signatures suffiront-elles à déraciner les causes profondes de la violence, l'exploitation des ressources et la méfiance historique? Voilà les questions que nous allons décortiquer ce soir. Les accords de Washington sont-ils véritablement l'étape majeure pour une paix régionale durable? Voilà, mesdames, messieurs, la principale, ou du moins l'une des principales articulations de cette émission du Point sur l'actualité. Nous ouvrons également le débat ce soir autour d'une controverse qui a agité la toile et mis en alerte les chancelleries régionales. Des images circulant massivement sur les réseaux sociaux ces dernières heures laissaient entendre l'existence d'un prétendu bureau de la ZAWAD sur le territoire ivoirien. Face à cette mesure, ou du moins face à cette rumeur persistante, les autorités d'Abidjan ont réagi sans délai. Le porte-parole du gouvernement d'Abidjan, Amadou Koulibaly, a été catégorique ce mercredi à l'issue d'un conseil de ministres démentant formellement l'information. Son argument, la prudence face à la viralité des contenus non vérifiés, citant notamment les pièges de la nouvelle ère numérique, une déclaration forte qui remet la question de la vérification de l'information au cœur du débat. Alors, faut-il aujourd'hui craindre l'impact des deepfakes et de l'intelligence artificielle sur la stabilité régionale, et surtout que cherche à prouver ces images selon le gouvernement ivoirien? Vous l'écouterez. Le porte-parole du gouvernement, d'ailleurs, en image, on rappelle que c'était bien sûr mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Il répondait aux questions de nos confrères journalistes, présents notamment du côté de la Côte d'Ivoire. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Existe-t-il réellement un bureau du FLA, le Front de Libération de la ZAWAD du côté de la Côte d'Ivoire? Vous vous souvenez certainement de ces images qui ont largement circulé et ont été relayées il y a plusieurs jours, sorti d'un conseil des ministres ce mercredi. Le porte-parole du gouvernement n'a pas, il est revenu justement sur cette information lors d'une question qui lui a été posée par un journaliste du côté de la Côte d'Ivoire. On balait d'un revers de la main l'existence d'un bureau du Front de Libération de la ZAWAD du côté de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement parle d'un deepfake. Nous allons bien sûr questionner ce soir la pertinence de cette sortie compte tenu bien sûr du contexte à qui profite justement cette campagne de désinformation qui mettait en lumière l'existence, du moins l'ouverture d'un prétendu bureau de la ZAWAD du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà la question que nous avons l'occasion, voilà la question à laquelle nos invités auront l'occasion d'apporter des éléments de réponse dans quelques instants, mais bien avant nous parlerons de cet événement que beaucoup ont qualifié d'historique. Ça s'est passé du côté de Washington DC, autour du président américain Donald Trump, les présidents congolais Félix Antoine Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Ces derniers ont paraphé un accord de paix qualifié d'historique puisqu'on se montre clairement optimiste côté américain. Il s'agit d'un accord qui vient officiellement mettre fin, du moins sur le papier, fin à plus de 3 décennies de conflit du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. On a certaines dispositions précises qui sont d'ailleurs mentionnées dans cet accord de paix, mais au-delà
de ce qui a été présenté aux yeux du monde comme étant un accord de paix. Nous allons questionner la pertinence même de la démarche en elle-même, puisque on nous parle surtout d'un accord stratégique sur le plan économique, pas surtout entre Washington et Kinshasa. Alors, finalement, qui gagne au change, revenant bien sûr sur ces concessions qui auraient été faites à la partie américaine, parlant justement de l'exploitation des minerais stratégiques. Il y a bien sûr un flou qui entoure cet accord, bien que qualifié d'historique au regard bien sûr du contexte. Sera-t-il suffisant pour mettre fin aujourd'hui à 30 ans de conflit, mais surtout pour permettre enfin au peuple du Nord Kivu et du Sud Kivu, j'y arrive enfin, de retrouver un semblant d'accalmie, alors que le M23, durant bien sûr les derniers jours, a accentué son avancée avec bien sûr la prise d'autres localités. Voilà, pour planter le décor de cette émission, je pense sur l'actualité, la dernière production de cette semaine, et pour en parler, c'est avec le même plaisir qu'on vous retrouve dans la posture d'invité, Tapé Groubera. Bonsoir à vous depuis Bruxelles. Bonsoir, monsieur Nguema Baudelaire. Je salue la direction de Forum Média, les techniciens et vos très nombreux téléspectateurs et auditeurs, puisque Forum Média a une chaîne de radio. Je n'oublie pas tous les Africains, et notamment les panafricains qui se battent jour et nuit pour la renaissance de l'Afrique, sans oublier nos devanciers, nos ancêtres. Et donc, que cette journée soit une journée de paix, de bonheur, de prospérité et de santé. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Tapé Groubera. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes analyste politique, vous êtes par ailleurs le président du MORAF, le mouvement pour la renaissance de notre beau et cher continent, le continent africain. Merci à vous depuis Bruxelles. Alors, sur le plateau, ils seront deux, mais le premier déjà est avec nous, à mes côtés en présentiel, le docteur Essoussé. Vous êtes expert en relations internationales. C'est avec le même plaisir qu'on retrouve ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné. Et un bonsoir particulier à l'aîné Tapé Groubera depuis Bruxelles, avec qui on a souvent l'habitude de partager les plateaux et vers qui nous nous abreuvons depuis plusieurs années en arrière. Alors, je voudrais adresser un salut tout particulier, n'est-ce pas, à tous ceux qui se démènent jour et nuit pour l'avancement de ce média, sans oublier ceux spécialement de la technique qui conjuguent, n'est-ce pas, les moyens physiques, les moyens intellectuels, n'est-ce pas, pour pouvoir nous permettre d'émettre. Je voudrais aussi adresser mon salut au top management de cette chaîne, à savoir monsieur le PDG, le président Serge Espoir Matomba, et madame la directrice des médias, madame Manuela. Et quand je l'ai dit, je voudrais, n'est-ce pas, saluer tous nos téléauditeurs qui, n'est-ce pas, rentrés du travail, sont présentement scotchés sur la meilleure des chaînes panafricaines afin de s'abreuver à bonne source, tout en espérant que ce soir encore, nous serons à la hauteur de leurs attentes. Voilà. Merci à vous, docteur Essoussé. Le patient parfum d'homme sera avec nous dans quelques instants. Le temps pour nous, bien sûr, d'ouvrir avec la thématique d'accueil. Que s'est-il passé précisément du côté de Washington, aux côtés du président américain Donald Trump? Les dirigeants de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont donc présenté les accords de Washington, un ensemble d'engagements visant à mettre fin à plusieurs décennies de conflits dans la région des Grands Lacs. Selon Donald Trump, ces accords ouvrent la voie à la fin de 30 ans de guerre et en fait plus de 10 millions de morts. Le texte prévoit un cessez-le-feu permanent, le désarmement des groupes armés, le retour sécurisé des réfugiés ainsi que des mécanismes de justice pour les crimes commis et un programme de relance économique. Le président Paul Kagame a affirmé que le Rwanda restera engagé, soulignant l'importance de la sécurité régionale et saluant les efforts de la médiation d'Angola, du Kenya et même d'autres partenaires africains. Quant au président Félix Tshisekedi, il a pour sa part réaffirmé l'engagement solennel de la RDC à respecter l'accord tout en exprimant l'espoir que le Rwanda fasse preuve enfin
preuve de sérieux vis-à-vis bien sûr de tous les engagements qui ont été pris. Alors, l'accord n'est pas seulement pour la paix, un retour à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, il s'agit surtout d'un accord stratégique. On parle beaucoup d'un accord économique, bien sûr, au regard bien sûr des implications que cela aura sur le terrain entre la partie congolaise et la partie américaine. Vous le savez, les minerais stratégiques ont été engagés, même si la République démocratique du Congo dément aujourd'hui un troc minerais contre sécurité. C'est d'ailleurs ce qu'a tenu à faire savoir les officiels congolais présents, ou du moins les autorités congolaises présentes d'ailleurs du côté de Washington. Nous allons écouter cette sortie de quelques responsables de l'administration Félix Tshisekedi. C'était du côté de Washington, aux côtés bien sûr de nos confrères journalistes. Ces accords qui en fait entérinent 3 documents importants, à savoir la déclaration de principe qui avait initialement été signée le 25 avril, suivi de l'accord de paix qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin, et le cadre d'intégration économique régionale que nous avons signé aujourd'hui, 4 décembre. Donc ces 3 instruments constituent ce qui est connu maintenant comme les accords de Washington. Je pense que ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que cet accord englobe plusieurs instruments et reflète aussi une longue marche, si vous voulez, une longue séquence d'efforts diplomatiques, évidemment. Nous sommes dans les premières heures après la signature, mais je pense que nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties et qui va justement jeter les bases pour, nous l'espérons, une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi de manière plus large dans la région des Grands Lacs et de cette manière aussi ouvrir la perspective vers une réconciliation des peuples, un rapprochement des peuples, mais aussi une plus grande intégration économique. Mais nous savons aussi que tout cela se fera de manière graduelle, que tous ces efforts devront être bâtis les uns sur les autres. Nos partenaires américains en sont extrêmement conscients aussi. Nous ne pouvons pas nous projeter dans une logique d'un partenariat stratégique avec des piliers économiques si nous n'avons pas un retour de la paix, mais aussi un retour de l'autorité de l'État. Donc je pense que ce sont des conditions sine qua non et nous avons toujours su communiquer cela de manière très claire. S'il n'y a pas de changement concrètement par rapport à la situation, nous allons aussi savoir qui sont les acteurs qui ont un rôle à jouer, qui ont une influence et qui ont refusé, si vous voulez, d'exercer cette influence. Un des documents phares qui a été signé aujourd'hui avec le Rwanda, donc ce cadre d'intégration économique régionale. Ce document a à sa fin une clause d'entrée en vigueur. Nous allons mettre en place ce cadre, mais pour que cela entre en vigueur, les conditions, c'est d'abord les éléments de sécurité, de restauration de la paix, de restauration de l'État, de l'autorité de l'État congolais sur tout le territoire national, lesquels éléments sont dans l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington, D.C. En d'autres termes, le retrait des troupes rwandaises de notre territoire. En d'autres termes, l'arrêt de l'appui apporté au M23 et aux autres groupes armés non étatiques. Ce sont là les conditions permissives pour que ce cadre d'intégration économique régionale se mette en place. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de partenariat stratégique avec les États-Unis? Je sais que dans l'opinion, ça a été présenté de manière simpliste comme un troc, comme un deal, matière première contre sécurité. Non, ce n'est pas le cas.
on va au-delà de simples minerais critiques parce que, par exemple, l'accord prévoit que le gouvernement américain et le gouvernement congolais vont travailler de manière étroite pour faire avancer un certain nombre des projets qui sont considérés comme critiques pour qu'on transforme la RDC. C'est-à-dire Inga, Grand Inga. C'est pas que nous disons non. Nous disons dans le texte RDC et USA. Nous allons travailler de manière coordonnée pour que ce projet avance. Alors, Tapé Groubera, vous les avez écoutés, il ne s'agit donc pas d'un troc minerai contre sécurité. D'ailleurs, on nous brandit certaines infrastructures qui sont construites par les États-Unis du côté de la République démocratique du Congo. On parle beaucoup des barrages Inga. On a également évoqué, on a longtemps parlé justement de ce fameux projet du corridor de Lobito. Tapé Groubera, a-t-on franchi une étape vers un retour, du moins vers une paix définitive cette fois, dans l'Est de la République démocratique du Congo en particulier et dans la région des Grands Lacs en général? Merci. Je salue au passage les frères que tu as présentés avec beaucoup de respect et de déférence. Je suis quand même assez surpris qu'on veuille faire une paix sans justice. On a eu l'impression que, bon, c'était un petit truc qui s'est passé et puis voilà, on va venir simplement faire la paix. Voilà, première des choses que je remarque et qui me fait de la peine. Puisque vous avez parlé, est-ce qu'on peut avoir la paix? Qu'est-ce qui prouve effectivement que les rebelles et leurs mentors vont certainement respecter ces accords? Rien a priori. Par contre, les leçons que nous tirons et qui sont intéressantes, c'est que, M. Paul Kagame a toujours nié n'étant impliqué ni de près ni de loin, c'est lui qui allait signer l'accord. Ça, c'est donc ce qui veut dire la participation de son régime est avérée. Deuxième élément, les discussions qui ont eu lieu, parce que, excusez-moi, si vous avez deux voisins qui se battent, vous n'allez pas leur dire, bon, je vous sépare à condition que vous me donnez votre maison. Vous voyez, donc Trump, en réalité, il démontre ici que ceux qui sont derrière ces génocides qui est créé au Congo, ce sont eux. Ce sont les Occidentaux et notamment les États-Unis. Maintenant, certainement, il veut s'approprier, enfin, que ce soit seuls les États-Unis qui aient, je vais dire, le monopole de l'exploitation des minéraux du Congo. Si on regarde, on voit mon regard, c'est pour contrecarrer ce qu'ils appellent les BRICS. Donc, c'est dans ce cadre-là. Donc, il veut avoir le monopole de ses ressources. Sinon, ça ne l'intéresse pas, la paix en RDC. C'est pas ça sa préoccupation. L'autre élément qui le préoccupe, c'est de se faire passer pour un homme de paix, vous savez. Et donc, il lorgne aussi le prix Nobel de la paix. Donc, voilà les différents éléments qui sont là. Je ne crois pas un seul instant qu'il va y avoir la paix là-bas. Ce que je souhaite vivement qu'il y ait la paix, mais qu'il ne va pas y avoir. Parce que on nous parle des mouvements rebelles. C'est vrai, Kagame, il est l'homme des anglo-saxons, mais c'est aussi une forme de pesanteur sur Tshisekedi, qui là a véritablement, dans un jeu de dupes, ou alors dans un jeu dans lequel lui-même il est trempé, il y a deux choses, soit il est dupe, ou bien il est complice des génocides qui s'opèrent sur la République démocratique du Congo depuis la prise de pouvoir. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui va se faire. Vous imaginez que l'armée républicaine, l'armée de la République démocratique du Congo va rester à cet état. Ils ne vont pas avoir les moyens. Donc, ce qui veut dire que M. Tshisekedi ne veut pas de la souveraineté de son pays. Or, un pays qui n'est pas souverain ne peut pas parler de démocratie. Un pays qui n'est pas souverain ne peut pas parler de dire qu'on va être
part égale avec les autres. La souveraineté est l'élément important. Pour prendre un exemple, pour que les gens nous comprennent, je disais ça à une amie qui avait des problèmes avec son copain. Je lui ai dit, mais est-ce que tu travailles? Elle dit non. J'ai dit, mais si tu ne travailles pas, tu ne vas pas avoir ta souveraineté. Parce que si chaque matin tu lèves, tu grattes la tête, est-ce que je peux avoir 2 euros, je peux avoir 5 000, etc. C'est lui qui te donne, c'est lui qui détermine ce que tu dois faire. Voilà, donc je dis ça comme ça pour que les gens comprennent la question de la souveraineté. À partir du moment où ce sont les États-Unis aujourd'hui qui déterminent si oui ou non le Rwanda peut attaquer ou ne peut pas attaquer, alors ça veut dire que cette paix dont on parle, c'est une paix de troc en réalité. En réalité, ce qui se passe, c'est que les États-Unis ne viennent pas pour imposer une paix. Je vous ai dit, c'est une paix sans justice. C'est pas possible. Avec un conflit qui a plus de, au bas mot, au moins 10 à 20 millions de Congolais qu'on a tués, on a l'impression que ça s'est passé, ça fait partie des normes. Et donc, ce qui est la préoccupation des Occidentaux, c'est surtout des États-Unis, ce sont les ressources du pays qui les intéressent. Et ça nous rappelle une phrase que un des tristement célèbres dirigeants de l'Afrique du Sud, de l'apartheid se discriminant, a dit « Si l'Afrique irait mieux sans les Africains ». Je pense que c'est sur ça que nous sommes en train de partir, si on ne fait pas attention. Alors, le texte, pour rappel, prévoit un cessez-le-feu permanent, le désengagement des groupes armés, le retour sécurisé des réfugiés, ainsi que des mécanismes de justice. Vous parliez tout à l'heure de justice, Tapé Groubera, c'est bien prévu dans cet accord de paix. Pour les crimes commis, on imagine que tout ça c'est pour réserver à toutes les personnes qui ont commis des atrocités du côté de la République démocratique du Congo. On parle également d'un programme de relance économique régionale qui est prévu par la même occasion. Alors, peut-on déjà parler, docteur Essoussé, d'une victoire diplomatique? Est-ce que sur le plan formel, le fait de retrouver les présidents rwandais et congolais enfin autour d'une même table, connaissant les différends ces derniers mois, ces deux chefs d'État qui se regardaient en chien de faïence, ont quand même accepté de se retrouver du côté des États-Unis afin de parapher un accord de paix. Alors, bien que Tapé Groubera se montre un tout petit peu pessimiste quant à l'implémentation de cet accord de paix ainsi que des clauses qui ont été introduites, est-ce qu'il faut déjà saluer cette avancée sur le plan diplomatique? Oui, déjà, sur le plan diplomatique, il faut dire que lorsque deux États sont en conflit, comme ce type de conflit qui a duré, je crois, plus de 30 ans aujourd'hui, et qui a connu toutes les atrocités jamais relevées, il est de bon ton, ce d'autant plus que ils ne sont pas à la première tentative. On appelle été la première tentative. Vous avez vu le président Kagame a salué l'action angolaise, je crois l'action kenyane et les bien médiations, tout ce processus de médiation. Processus de médiation, dernièrement même c'était du côté, je crois, du Qatar et consorts. Il y a eu des processus qui n'avaient jamais abouti. Et aujourd'hui, le président Trump ayant récupéré la situation, n'est-ce pas, il faut le dire que c'était pas, il faut dire à ceux qui ne restaient pas de bonne guerre, ça a été une contrainte aussi, ça il faut le dire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là est le fruit d'une contrainte des États-Unis par son président, le président Trump. Alors, quand deux États sont en conflit, naturellement, il faut y avoir une médiation. Et la médiation doit se faire sur un terrain neutre et par une personne neutre qui peut être un chef d'État, peut être une personne politique ressource, n'est-ce pas? Ça peut être une personnalité religieuse et autres. Alors, nous pouvons saluer déjà parce que c'est la toute première fois que assis autour d'une même table, ça aboutit à tout ce document, n'est-ce pas, qui nous a été servi et qui sera comme la boussole, n'est-ce pas, désormais de cet accord de paix. Mais quand nous l'avons dit, ça c'est sur le plan diplomatique avec tout ce que ça comporte.
Maintenant, sur, vous avez dit formel, sur le plan informel et même sur le plan politique, n'est-ce pas, et géopolitique, quand nous voulons regarder cette histoire, on fait vite, n'est-ce pas, de ne pas se tromper, de croire que cela risque d'être une chimère. Ça risque d'être une chimère. Pourquoi? Parce que est-ce que tous les éléments ou alors toutes les parties prenantes ayant joué, n'est-ce pas, à ce conflit ont été représentées? Visiblement, oui. Si on s'en tient justement à ce que la partie américaine considère comme étant un accord historique, les deux parties, les deux principaux belligérants étaient représentés. D'un côté, on a le Rwanda, de l'autre, on a la République démocratique du Congo. D'accord. Ça a été représenté, mais n'oublions pas que... Et ça corrobore ce que Tapé Grubera disait, puisque à chaque fois qu'on accusait Kigali d'être l'instigateur justement de cette rébellion, parlant justement du M23, le Rwanda se défendait en rejetant bien sûr toutes ces accusations, mais le fait de le voir paraffer un accord de ce genre, on est tenté de finalement donner raison à Kinshasa, qui a toujours pensé que c'était le Rwanda qui alimentait ce conflit. Raison pour laquelle nous posons la question de savoir est-ce que toutes les parties ont été représentées, parce que le Rwanda n'a jamais reconnu, n'est-ce pas, déstabiliser le Congo. Le Rwanda ne s'est jamais reconnu officiellement dans le M23. Encore que la dernière fois, le Rwanda a rappelé que, n'est-ce pas, le M23 est dirigé par des Congolais, les proches même, il faut le dire, les anciens proches de Tshisekedi. Nous le savons bien, c'est le colonel Corneille, je crois bien. Corneille Nangaa, qui était le président de la CENI à l'époque. Il faut le noter. Maintenant, il faut se dire que nous sommes dans un continent qui a été colonisé et dont les enjeux remontent de la colonisation. Vous avez d'un côté le Congo qui, n'est-ce pas, si on s'en tient à la colonisation et à toute la documentation qui en découle, qui est une propriété de la Belgique. Et qui dit la Belgique dit aussi la France, parce que quand vous regardez les territoires occupés par la France est passée par le Congo avant qu'au au congrès de Berlin qu'on ne cède le Congo officiellement à la Belgique. N'est-ce pas? Vous prenez le Rwanda qui a été aussi qui était aussi français, mais qui plus tard est entré dans le système anglo-saxon et donc la Grande-Bretagne. Donc je veux dire quoi? Oui, on peut se dire que la Grande-Bretagne et les États-Unis, il n'y a pas de différence. Mais je dis, est-ce que toutes ces parties, est-ce que c'est seulement, n'est-ce pas, le Congo et le Rwanda? Est-ce que la France n'a pas une part à jouer, la Belgique n'a pas une part à jouer, la Grande-Bretagne n'a pas une part à jouer? C'est de ces acteurs-là que vous parlez, docteur Issoussé? Effectivement, c'est des acteurs. Parce que ne nous cachons pas, nous savons. Qui ont également des intérêts. Qui ont énormément des intérêts. Maintenant, il faut se dire que les États-Unis, depuis un temps, ils sont en train de vouloir changer le disque. Ils veulent changer le disque. Pourquoi? Ils ne voudraient plus passer, n'est-ce pas, par les anciennes passerelles. C'est-à-dire que, vous savez, les États-Unis, sur les questions de l'Afrique, n'est-ce pas, s'adossaient sur la Grande-Bretagne et la France. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que de plus en plus, ils veulent directement venir en Afrique et eux-mêmes signer, n'est-ce pas? Maintenant, quand on nous parle d'un accord de paix et que, après là, on observe ou alors on nous présente des exposés que nous avons vus qui étaient purement sur les enjeux économiques, on a vite fait de penser que il ne s'agit pas d'un accord de paix, mais il s'agit d'une opération de positionnement économique. Ça veut dire que... Mais cette opération peut permettre de ramener la paix, pourquoi s'en passer? Cette opération peut permettre de ramener la paix, mais dites-vous toujours une chose, on connaît quand la guerre finit, on ne connaît pas quand ça finit, parce que autour de la guerre, il y a beaucoup d'autres intérêts que cela a généré, et dont les différents acteurs qui tirent, n'est-ce pas, les marrons du nez, ne sont pas prêts toujours à lâcher. Parce que dites-vous aujourd'hui, cette guerre qui génère pour plusieurs personnes, qui est un costaud business aujourd'hui, et même pour les acteurs qui étaient assis là, on dit représenter les principaux belligérants, il faut se dire que, est-ce que
c'est une histoire parce que vous-même vous l'avez dit, Tshisekedi contraint par trop. Est-ce que c'est une histoire de contrainte ou c'est une histoire de gaieté du cœur? C'est toute la question. Et je pense que quand moi je vois les différentes interventions au sorti de cette histoire, vraiment on ne s'attarde pas trop, on s'attarde beaucoup plus sur nous allons signer, nous allons c'est comme si il y a eu des conditions. Il y a toujours des conditions dans les accords de paix, ça on ne refuse pas. Mais il faudrait que ce soit des conditions, comment je vais le dire, entre guillemets, si je peux employer le terme saine. On a des... Chaque partie doit être prête à faire des concessions. Ça, c'est une évidence. Vous voyez que même dans les interventions, vous avez d'un côté Tshisekedi qui doute dans ses dits de la sincérité de Kagame. Il a lâché, disant qu'il faudrait que le Rwanda soit prêt, le président Kagame, à observer tout ce qui est dit. Donc, vous voyez, de l'autre côté, le Rwanda, lorsqu'il prend la parole, il salue. Mais il ne se présente pas comme l'acteur. Donc, moi, pour sortir d'autres ressources, cette histoire nous interpelle, mais non seulement nous interpelle, il y a que de ce qui s'est passé là, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions lorsqu'on sait un peu tous les intérêts que ce conflit-là charrie. Et ce d'autant plus qu'on sait que ce territoire est extrêmement riche et il sera difficile pour ces puissances-là de lâcher prise. Voilà. On rappelle que l'accord de paix a été signé en présence de plusieurs dirigeants africains qui étaient présents. On a aperçu le président Joao Lorenzo sur l'Union africaine, on a aperçu le médiateur en chef nommé par l'Union africaine. Il s'agit bien sûr du président du Conseil des ministres, du Togo, le président Faure Gnassingbé. On a aperçu le président du Burundi, le président Évariste Ndayishimiye également présent. Alors, est-ce que cela donne une coloration particulière à cet accord de paix, parce qu'en parfum d'homme, signer un accord de paix en présence quand même de témoins qui peuvent témoigner, entre guillemets, je vais me répéter, de la véracité de ce qui s'est passé du côté de Washington, surfant justement sur l'optimisme des deux chefs d'État présents de ce côté, parlant de Paul Kagame ou encore de Félix-Antoine Tshisekedi. Ces signatures suffiront-elles à déraciner les causes profondes de la violence, de l'exploitation des ressources naturelles et bien sûr de la méfiance historique entre ces deux pays? Bonsoir tout d'abord à vous et bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir à mes amis sur le panel et à nos téléspectateurs. Écoutez, nous assistons en plein XXIe siècle à un remake de ce qui fut fait à Berlin, c'est-à-dire une opération de légalisation de la captation de nos richesses par une puissance ou bien par des puissances, à la seule différence que cette fois-ci ont été conviés à cette grande messe de cette escroquerie politique, de cette de ce blanc-seing pour un pillage organisé. Les leaders, soi-disant leaders africains, qui de manière constante ont validé cette opération de flibusterie à haut vol sur les richesses africaines. Et ça, c'est inacceptable. C'est totalement inacceptable. J'ai passé une semaine au Tchad où j'ai été invité par l'École nationale d'administration du Tchad, dont je salue le directeur général et tous les organisateurs de ce grand colloque qui s'est tenu des 27, 28, 29 dernier en N'Djamena. Et ce colloque portait justement sur la question de la souveraineté des États. Et on voit très bien que quand on parle de cette souveraineté qui découle du sacro-saint principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est inclus vraiment en lettre d'or dans la charte de l'ONU, il se pose un problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a segmenté les souverainetés. Et là, nous sommes dans le segment de la souveraineté de nos minéraux. Et là, c'est une OPA inamicale que les États-Unis lancent au niveau des richesses africaines, du Congo principalement, dont tout le monde sait quand on analyse historiquement ce que c'est le Congo, et les rapports entre cette Afrique déstabilisée totalement, et le fait que le Congo n'a pas pu, n'est-ce pas, avoir sa liberté et son indépendance. Cette OPA inamicale, disais-je donc, constitue la trame de fond de la stratégie de l'Occident pour s'accaparer une fois de plus maintenant de nos richesses, mais avec le consentement de nos prétendus dirigeants. C'est là où c'est très grave.
dans cette affaire-là. Je rappelle, et j'insiste, qu'il y a eu des initiatives africaines pour tenter de ramener la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Et il aurait suffi qu'on ait des hégémons, véritables patriotes à la tête de nos États, des nationalistes à la tête de nos États, oui. Des nationalistes, c'est-à-dire que des dirigeants avec une ambition, et pour leur peuple, et pour leur pays, et pour le continent africain, qu'on ne serait pas allé se faire humilier, comme ce que nous constatons là, au niveau de... Mais que valaient tous ces mécanismes africains, parce qu'en parfum on a parlé des processus de Nairobi, de Luanda, on a parlé des initiatives de la CEAC, de la SADC, et même de l'Union africaine, tous torpillés, soit par les belligérants eux-mêmes, soit par ceux qui, dans l'ombre, tiraient les ficelles et continuaient à piller. Alors, avait-il d'autres alternatives autres que celles de Washington, les présidents Kagame et Tshisekedi? Vous me direz, je suis souvent l'apôtre de cette orientation sur votre plateau, rien ne vaut la paix. Mais là, ce n'est pas une paix. Ce n'est pas une paix, là. Si on peut troquer ces minerais stratégiques à une paix durable, définitive. Ce n'est pas une paix durable. Nous sommes face à une ordre. C'est-à-dire que les États-Unis sont en difficulté un peu partout dans le monde. Les rapports économiques ont changé. Les dispositions sur le plan même du nouveau paradigme créé avec la multipolarité, oui. N'est-ce pas, des puissances et des réalités dans le monde, obligent les États-Unis à aller chercher, n'est-ce pas, des niches de croissance. Là où encore, ils pouvaient dire, laissons attendre, ça donnera le temps que ça donnera. Tous les conflits dans le monde, surtout chez nous en Afrique, ont une seule raison. Le projet de captation des richesses mondiales par les Happy Few, c'est infime partie du monde occidental, impérialiste néolibéral, qui, de manière ouverte, estime que les richesses du monde leur appartiennent. Et que rien ne peut leur empêcher, n'est-ce pas, de mettre main sur ces richesses du monde. Il revient donc, et c'est là l'équation, pour nous les Africains, et c'est pour ça que nous sommes toujours dans cet état de misère, d'espérer qu'une véritable organisation, une véritable mobilisation, une véritable prise de conscience africaine va s'opérer pour qu'on puisse avoir à la tête de nos États de véritables patriotes qui comprendront le sens de l'accélération du mouvement dynamique du monde. C'est incroyable ce que nous voyons. Nous avons des espaces tellement riches, mais des dirigeants qui n'ont aucune conscience des enjeux de ce monde et qui sont pas à leur place pour l'instant. C'est pour ça que ça donne ce que ça donne. Et je prends un pari avec vous. Allez-y. Trump nous fait croire qu'avec cet accord-là, en fait, qui dit je garantis la paix à condition que vous me cédez vos minerais, bon, que là, la paix va revenir au niveau de l'Est de la République du Congo. Je prends un pari avec vous. Allez. Je vous donne quelques mois, vous allez voir l'égrenage de la cohorte de morts qui va continuer au Congo. Mais ils ont affiché leur optimisme, que les présidents congolais et rwandais. Chacun s'est aligné sur un sérieux face au président américain. Ghané. Et c'était déjà inédit de les voir tous les deux autour d'une même table. Ghané. Est-ce qu'il y a la guerre au Cameroun? Vous savez qu'on pille les richesses minières du Cameroun? Allez à l'est du Cameroun voir comment on pille de l'or. Donc, d'abord, il y a un très bon papier qui a été fait dernièrement, Yambi Timba, il faut le citer. Regardez ce que le Cameroun déclare comme revenu de l'or dans notre budget, et regardez ce que la plaque tournante de Dubaï déclare comme ce que comme revenu, non, pas comme importation et vente de l'or sur la place de Dubaï. Vous voyez le gap, il est de près de 400%. C'est quoi le parallèle? Le parallèle, c'est que le problème, ce n'est pas de dire que avec cet accord, il y aura la paix. Les populations de l'Est du Cameroun crient. On les chasse de leur village. On les chasse de leur espace. Ils sont dépossédés de leur héritage foncier. Et des individus, je dis bien des individus. Et le Cameroun n'en a pas l'exclusivité. Là où nous étions en ce colloque au Tchad, les Tchadiens eux-mêmes en ont parlé sur la question de l'exploitation de leur or. En pleine économie d'administration. Donc, c'est ça, l'Afrique. Et les Africains sont là, ils souffrent, ils sont misérables, c'est-à-dire que l'élévation du standard de vie est passée à Saint-Glinglin dans l'idée de nos dirigeants, mais au même moment, les gens, n'est-ce pas, qui sont assis sur des montagnes d'or et de diamants, sont dans une pauvreté indescriptible, et quelques élites, excusez-moi le terme élite, entre guillemets, profitent
justement, de la misère de leur propre peuple et se baladent à travers le monde envers ses cravates et signent des prétendus accords pour dire qu'enfin, maintenant, il y aura la paix. Il n'y a pas de paix dans la misère. Il n'y a pas de paix dans la pauvreté. Il n'y a pas de paix dans le manque de dignité pour des populations dont vous êtes censés représenter. Malheureusement, c'est ce à quoi nous courons là tout droit. Et je peux vous dire que M. Trump, oui, je sors par là, M. Trump s'en fout éperdument du sort des populations de l'Est de la République du Congo. Il s'en fout éperdument. Le problème de Trump, c'est de comment faire pour faire même basse sur ses richesses et effectivement par le bled de la canonnière, intimider de temps en temps les dirigeants du moment que nous avons là pour les amener à signer des accords léonins comme celui qui est signé là à Mondiovision. Voilà. C'est ça aussi la violence de la réalité de l'impérialisme occidental capitaliste. Alors, Tapé Grobera, un dernier tour rapide sur cette thématique. Ces dirigeants auraient-ils pu faire autrement compte tenu du contexte? On a beaucoup parlé de toutes les initiatives africaines qui ont été prises. On a l'impression, en les voyant du côté de Washington, que finalement, ce qu'on dit depuis des décennies sur toutes les plateformes panafricanistes est vérifié. Les Africains ont du mal à résoudre leurs propres problèmes quand on assiste à un scénario comme celui-là. Alors, aurait-il pu agir autrement? Y avait-il d'autres leviers sur lesquels on aurait pu, du moins, que les deux dirigeants auraient pu activer pour éviter ce pillage des ressources naturelles congolaises qui nous sont brandies aujourd'hui comme étant la contrepartie par excellence de cette paix durable tant recherchée dans la région des Grands Lacs de façon générale? Oui, au passage, je salue mon frère Patrice Dom. Il y a une expression que vous avez utilisée et que je voudrais, ma modeste personne, qu'on rectifie. Parce que quand on dit les Africains, Fabrice Dom tout à l'heure l'a dit, c'est une petite élite qui joue ce jeu. Parce que il y a eu ce que j'appelle les renversements des valeurs quand nous avons été occupés. Moi, je n'aime pas l'expression colonisation. Il n'y a pas eu de colonisation, il y a eu une occupation de l'Afrique. Et on a renversé les valeurs. Dans les valeurs qui nous ont été enseignées dans ce système capitaliste, cette petite élite qui fait partie de ce qu'on appelait l'école des otages, à qui on a donné le pouvoir politique, le pouvoir économique. Vous remarquerez quelqu'un de l'opposition, c'est lorsqu'il arrive au pouvoir, il devient riche subitement. Donc, ils ont le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, ils ont vraiment tout le pouvoir quand on les met là, parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas souverains. Donc, voilà un peu ce genre de dirigeants que l'Occident aime bien mettre à la tête de nos États. Aujourd'hui, les Occidentaux sont bien contents de parler de Mobutu. Pourtant, Mobutu était un agent de la CIA qui a été mis au pouvoir. Ils se sont mis d'accord pour assassiner de manière atroce Patrice Emery Lumumba. Et qu'à un moment donné, comme une orange, on n'avait plus besoin de lui. On lui a dit de céder le passage. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Donc, c'est une élite qui est choisie et à laquelle nous sommes malheureusement confrontés, la grande masse est confrontée. Elle est démunie qu'elle est, parce qu'en face, vous avez des systèmes mafieux qui emploient les outils les plus violents, parce qu'il y a la désinformation. On peut tuer en Afrique, un dirigeant peut être aidé pour tuer les populations et on va le mettre au firmament. Vous voyez, donc ça c'est ça. Maintenant, pour la question, est-ce qu'il pouvait faire autrement? Je pense que sur cette chaîne, ma modeste personne et au nom de mon organisation, nous avons dit, la seule personne qui a trahi et qui trahit les Congolais, c'est Tshisekedi. Je répète, la seule personne qui a trahi les Congolais, c'est Tshisekedi. Je le dis, je vais le répéter. On ne cherche pas de l'eau potable pour éteindre un incendie. Je l'ai dit, peut-être que je peux me tromper. Même le Togo, où il y a cette dictature là-bas, aujourd'hui, cherche des outils pour se prémunir. Nous sommes dans un système qui est violent. C'est-à-dire que c'est un système qui a été érigé par les nomades. Le nomade ne se comporte pas de la même manière que le sédentaire. C'est le système que nous vivons depuis 500 ans qu'on appelle le système impérialiste. C'est leur vision. Ils s'approprient ce qui vous appartient. Et ils pensent qu'ils ont un mot qui est assez énervant, qui donne de la colère. C'est leurs intérêts.
Avez-vous une fois entendu les pays africains disent ont leurs intérêts en France? Non. Ou bien aux États-Unis, ou en Angleterre, ou en Belgique? Non. Eux, ils vont parler, ils vont dire, on ne sait pas. Tout ce qu'on fait, c'est nos intérêts. Et tout le monde appelle ça. Comme si ça faisait partie de la norme. Vous voyez? Alors qu'en fait, c'est une manière de venir agresser les gens. Les États-Unis ont détruit la Libye, pour laquelle les États-Unis devaient, pour ceux qui ne savent pas, les États-Unis avaient une dette de 30 milliards d'euros à l'encontre de la Libye. Mais quand ils ont tué Kadhafi, ils n'ont plus payé, ils n'ont plus rien payé. Ouais, donc c'est tous ces différents éléments qui sont alignés. Donc, pour la question que vous avez posée, je dis, c'est M. Tshisekedi. Et je le dis. Ce qu'il fallait simplement faire, c'est d'aller chercher les armes pour armer son, comment on appelle, de donner les moyens qu'il faut à son armée. D'autant plus qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une forme de jurisprudence. On a le cas du Mali à côté, où les gens sont venus, on a vu, où des soldats maliens prenaient des morceaux de bois et puis ils faisaient de la bouche l'autre cas, c'est le cas de, comment on appelle, la Centrafrique, où on prenait des morceaux de bois et vous avez vu les gens tourner sur eux. Quand tu dis ça, on dit non, l'armée, comment on appelle, congolaise comment on appelle, est corrompue. Comme si la corruption là, c'est seulement les Congolais seuls. L'armée malienne aussi, il y avait cette situation. Assimi Goïta a failli mourir sur le front, il le dit. Quand tu veux avancer, les Français disent non, tu n'as pas besoin de dépasser Kidal. Mais aujourd'hui, il y a eu un patriote au niveau du Mali qui ont fait aujourd'hui, en moins de 2 ans, ils ont libéré tout, comment on appelle, tout leur État. Sauf il y a quelques velléités, mais ils arrivent malgré la pression des uns des autres, l'appui des pouvoirs, des puissances occidentales, ils balaient les gens là comme c'est pas permis, c'est mercenaire. C'est ce que M. Tshisekedi devait faire. Moi, j'étais de ceux qui, en discutant même avec des frères, comment on appelle, congolais, qui ont dit, lorsqu'il y avait ce début de sa prise de pouvoir entre lui et M. Faustin, l'autre opposant, j'ai dit, donc, donnons-lui la possibilité. Le premier mandat, on peut comprendre parce qu'il était sous la coupole de Joseph Kabila, mais quand il a son deuxième mandat, s'il n'a pas l'intention de vouloir, comme les gens le font maintenant, de faire 10 mandats pour ne rien que pour s'approprier les ressources, il se dit, j'ai fait un mandat, j'ai eu la chance de faire un deuxième, je crée les conditions pour qu'il y ait la paix. C'est de donner les moyens, j'ai dit bien, donner les moyens à mon armée. De telle sorte que si même une aiguille tombe à l'est du Congo, on sait qui a fait tomber ça. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que fait M. Tshisekedi? Il se promène. M. Kagame, c'est qui? Kagame, c'était un pion des anglo-saxons. C'est tout. Lui, il peut faire quoi? Quand c'est maître du tac, il est à la disposition des, comment on appelle, des anglo-saxons et du monde occidental. L'Union européenne a signé un accord avec Kagame pour avoir des ressources du Congo. Or, pourtant, l'Union européenne sait que les ressources ne viennent pas du Rwanda. Donc, tout ça sont des complices. Et j'ai toujours donné ce proverbe. La gazelle ne va jamais se plaindre auprès du lion pour lui demander au lion de dire à la panthère de changer de régime alimentaire. Je répète, la gazelle ne va pas se plaindre auprès du lion pour dire au lion de dire à la panthère de changer de régime alimentaire. En le disant, c'est que ça veut dire que la gazelle dit aussi au lion de changer de régime alimentaire. Il va se plaindre auprès de soi-disant ceux qui sont autoproclamés communauté internationale. Mais c'est qui s'est guéri. On n'a pas besoin de ça. Il faut donner les moyens. Et c'est pour ça que je dis ce qui se passe là. Je l'ai dit, c'est de la fanfaronnade. C'est des gens qui vont là-bas, ils sont là, un peu de pardon, on ne sait pas de quoi ils parlent. Ils vont revenir, ils vont trouver, oui, l'accord, les choses, etc. Je vous parle même au moment où je vous parle, il y a 2 jours, les gens du M23 sont encore en train de prendre des territoires parce qu'ils savent qu'au finish, c'est par les rapports de force que les gens vont se faire. Et quand M. Trump, lui ou bien les suivants vont venir, ils vont dire les territoires qui ont été occupés, on s'arrête là et on signe les accords. Voilà. En ce moment, les Congolais seront perdants sur tous les fronts. Ils n'ont jamais eu la paix. Il n'y a pas eu de justice. Et il y a un élément qu'on oublie, dont je n'ai pas parlé, mais j'en parle. Dans cette situation, l'accord qui a été signé, on dit chacun n'a qu'à libérer les prisonniers des autres. Vous voyez? Ce que les Congolais ne veulent pas. C'est-à-dire que les gens qui ont tué des frères et des sœurs, des mercenaires qui ont été étudiés, on n'a qu'à les libérer comme ça sous prétexte d'un accord. C'est pour ça que je dis que c'est un accord sans justice. Et cet accord-là
n'arrange personne que les maîtres qui sont les États-Unis. Donc, moi, celui que j'accuse et je tue par là, je vais continuer de le dire, c'est M. Tshisekedi qui n'a pas pitié des Congolais, qui n'a pas le sang patriote des Congolais, qui veut simplement parler de lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais quand on le regarde, il se comporte comme quelqu'un qui n'a aucune envie que ce conflit s'arrête, sauf se faire voir. Et pour dire plus tard, j'ai signé un accord ici et signé un accord. On s'en fout des accords. Ce qu'il faut, c'est de créer des conditions de telle sorte que le Congo soit libre et souverain. Là, il vient de donner la souveraineté encore du Congo, puis aux États-Unis. Voilà. Y avait-il d'autres alternatives? La solution aurait-elle pu être militaire, comme le dit Tapé Grubera? Vous savez que d'autres alternatives, je suis de ceux qui ont toujours dit que lorsqu'il y a des problèmes dans une maison, oui, on doit un peu s'élever et arranger nos problèmes au lieu d'aller généralement inviter l'étranger. Parce que lorsque l'étranger a des intérêts, il est fort possible que l'étranger vienne plutôt envenimer la situation. Oui. Donc, il y avait bien d'autres alternatives que celle-là. Oui. Et ces alternatives ne sont simplement que les acteurs, les principaux acteurs, à savoir Tshisekedi et Paul Kagame, s'asseyent et arrangent les problèmes tout en arrêtant de faire le jeu des puissances occidentales. Parce que tout le bordel qui est sémé en RDC aujourd'hui est, n'est-ce pas, la dérivée de la colonisation du système impérialisme fait. L'aîné, Patient le disait tout à l'heure, fait avec la complicité de notre élite. Et c'est ça, tout simplement parce qu'il manque aujourd'hui dans nos pays des nationalistes, des patriotes, des gens qui aiment nos États. Si un temps soit peu, on s'était dit que c'est le Congolais, regardez le nombre de morts que ça fait, regardez tout ce que ça a créé. Et Tapé faisait bien de le rappeler jusqu'à, je crois, hier ou avant-hier, pendant que ces gars signaient cette histoire-là, le M23 est en train de marcher au sud Kivu là-bas. Donc, moi, je pense qu'un temps soit peu, il faut arrêter cette histoire-là. On aurait dû donner plus de chance aux initiatives la solution africaines. Avait des âmes. Je pense que quand monsieur l'autre Kabila était là, vous vous rappelez, il avait marché sur le M23 pendant 2 semaines. Le M23 était obligé de capituler. Donc, c'est pour dire quoi? Même s'il a été accusé d'être de connivence avec le M23, l'ancien président. Oui, et vous savez pourquoi aujourd'hui... On peut comprendre qu'il a eu les mains libres. On l'accuse. Il a été capable de contrôler facilement le Congo belge. Qu'une mastodonte comme le Congo, sur le plan de la superficie, sur le plan de la population, sur tous les plans, une mastodonte comme le Congo se fasse humilier par, je vais dire, une ville du Congo, parce que le Rwanda, c'est une ville du Congo, n'est-ce pas? Par une province du Congo comme le Rwanda. Vraiment, ce ne sont pas les moyens militaires qui ont dépassé. Et je dis, le président Kabila l'avait démontré. Alors, si ils ont voulu mettre, ou alors, si on veut mettre les moyens militaires de côté, il y a juste qu'il faut faire un sursaut d'orgueil et il faut aller au-delà de tous ces intérêts machiavéliques qui vont à détruire complètement l'Afrique. C'est une honte que nous, les Africains, nous avons un problème, nous nous retrouvons chez nos ennemis qui vont empirer. Et l'aîné le disait, et là je suis très d'accord, je suis même pas très loin de penser comme lui. Effectivement, c'est pour terminer que donnons quelques temps, on verra si cette histoire-là tient debout. Pasteur Parfendom. C'est qu'il y a d'autres possibilités de régler ce litige. Si litige même, on peut valider ce concept sans faire la guerre. C'est quoi la possibilité? Elle est simple. Et là, je reviens toujours à ce fantastique colloque que j'ai assisté à N'Djamena, où nous avons eu un expert on est au Rwanda, parlant de la justice après le génocide rwandais. C'est-à-dire que les mécanismes de justice qui étaient proposés, qui sont les mécanismes modernes, si on les appliquait, on ne revenait pas à la paix. Or, un État,
a pour fonction de ramener la paix au sein de son sein. Et qu'est-ce qu'on a fait? On allait chercher des solutions dans la tradition, dans la culture propre du Rwanda. C'est ça les tribunaux de Gacaca, pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, je viens devant le tribunal, je fais au mea culpa, je demande pardon, n'est-ce pas, à ma victime, et en retour, ma victime a l'obligation d'accepter mon pardon. Et maintenant se construit la nouvelle dynamique de réconciliation pour que nous puissions vivre en paix, avancer, chacun portant certes son fardeau, mais nous projetons dans l'avenir. Parce que ce qui est important au niveau de l'Afrique, c'est l'avenir. Nous-mêmes, on ne vaut rien. Dans un tel contexte, pardon? Est-ce vraiment possible dans un tel contexte, avec toutes les implications économiques que cela a, revenant sur ce jeu d'intérêts? La République démocratique du Congo, ce n'est plus un secret pour quiconque. C'est un enchevêtrement d'intérêts politiques, économiques, géopolitiques ou encore géostratégiques, patient parfum d'homme. Alors, cette façon de faire là, venir demander pardon et attendre le pardon en retour de la partie adverse. Non, j'ai pris cet exemple pour montrer qu'il y a des solutions. Je ne dis pas que c'est ça la solution. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je veux expliquer par là, c'est que il faut qu'il y ait des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Il y aura toujours des solutions pour régler ce conflit. Moi, j'avais proposé une solution par ma petite réflexion sur ce plateau. J'ai dit, pourquoi ne pas faire une espèce de patchwork ou bien une task force africaine? On a des gens qui s'occupent des questions de sécurité, comme mon frère qui est face à moi. On a des hystério-mathématiciens comme Tapé Gourbera. On leur met ensemble, on leur donne des délais de réflexion, on dit proposer nous une solution. Est-ce qu'on ne peut pas exploiter ensemble les richesses de l'Est de la République du Congo, dégager, n'est-ce pas, les dividendes de cette exploitation pour créer un pôle économique avec un cercle vertueux qui va profiter non seulement au Rwanda, mais au Congo et ensemble, l'ensemble des pays des Grands Lacs? Est-ce que c'est trop compliqué à faire? Comme ça, on élimine le risque de recruter des jeunes qui vont se faire tuer parce qu'ils auront enfin le boulot. De deux, on crée des mécanismes économiques de création de richesses partagées pour tous. L'Afrique doit d'abord le savoir. Là, vous poussez la RDC à faire d'énormes concessions. Qu'est-ce que vous appelez la RDC quand il s'agit de régler un problème? Un, qui mettra fin à la guerre. De deux, qui va créer, n'est-ce pas, des conditions de développement économique au lieu de vendanger, de vendre, n'est-ce pas, donner comme ça à perte ce que nous avons. Moi, j'ai fait, je le dis, c'est la 4e fois une 5e que j'allais au Tchad. Les fois précédentes, je l'ai fait en avion, mais cette fois-ci, je l'ai fait par voie terrestre. Quand vous regardez nos frontières, mais vous rigolez. Ce sont les mêmes populations qui sont à gauche, qui sont à droite, avec les mêmes cultures, avec tout est pareil. Je vais même là, je pose une question. On nous dit que l'exploitation du pétrole est Doba au Tchad. Vous avez Tchad, Doba de l'autre côté, de ce côté, vous avez Tchouléré. Qu'est-ce qui nous explique que s'il y a des nappes de pétrole, à Doba, il n'y en a pas au Tchouléré, au Cameroun? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est le même sol. C'est le même bassin pétrolier. Si le Cameroun était aussi un État plus ou moins voyou, excusez-moi le terme, qui n'a pas le sens de la cohésion sous-régionale, on pouvait nous aussi mettre notre Dédéric de côté des Tchouléré et forêts de pétrole. Donc, les questions économiques de développement doivent aussi avoir une dimension, maintenant j'en arrive, panafricaine. Aucun de nos États ne s'en sortiront seuls. Au contraire, les espaces où il y a eu ce niveau d'antagonisme doivent être des espèces de laboratoires pour déclencher justement des processus, n'est-ce pas, dynamiques et endogènes de développement de nos espaces et de nos États. C'est ça. Parce que sinon, on va continuer à voir ce que j'ai vu, c'est-à-dire que des femmes avec des enfants sous le dos qui continuent à faire l'agriculture à la Daba, comme au temps du Moyen-Âge, alors que nous avons des espaces à la fois énormes et fertiles qui pouvaient régler complètement la question de la sous-alimentation et de la famine au niveau de notre continent. Mais rien n'est fait parce que les gens sont coincés. Ils disent nous sommes à la frontière, ça c'est notre pays, vous êtes dans votre pays, ne venez pas empiéter ici. Donc on ne veut pas déconstruire ce que nos ennemis ont construit à Berlin en 1884-1885.
Et ce qui se passe à l'Est démocratique du Congo en est une illustration. Maintenant, je sors la question du leadership. Il nous faut de véritables leadership. Je parlais de nationalistes, de panafricanistes, de patriotes, mais il faut question de leadership. Un leadership conséquent, qui s'est rêvé, qui ne pense pas à lui, qui ne pense pas à ses petits intérêts, mais qui se dit il faudra que les générations futures retiennent mon nom. Quand vous allez en Chine, on vous parle de Mao. On ne vous parle pas de l'enfant de Mao et de la progéniture de Mao. Quand vous allez en Russie, on vous parle de Staline, de Lénine. On ne vous parle pas de leur progéniture. Mais c'est eux qui ont fondé le socle de ce que sont ces États aujourd'hui aux États-Unis. J'en oublie George Washington et consorts. Pourquoi l'Afrique tourne le dos à cette réalité-là? Donc, moi, je crois sincèrement que nous avons de... Bon, je vais être modeste parce que c'est un plateau sérieux, le mot serait sorti. Ouais. Nous avons de véritables personnalités à la tête de nos États qui ne sont pas à leur place, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux du monde aujourd'hui. La question de la guerre, justement, est une question qu'on doit bannir du continent, de notre continent. Parce que la guerre ne crée que désolation et pauvreté. Le Soudan, je crois que vous avez fait une émission, on va revenir sur les émissions au Soudan avec toutes les informations que j'ai ramenées. Quand on vous raconte ce qui se passe au Soudan, au Kordofan, on vous parle de pétrole, on vous parle de métiers, d'aglo, tout ça, mais on ne vous parle pas de la question de la gomme arabique, qui est à la source de la déstabilisation du Soudan. Et ça vous paraît bizarre, non? Quand on parle de gomme arabique, pour vous, c'est rien. Mais monsieur, c'est un produit naturel que Dieu nous a donné. Le Soudan était le premier producteur, le Tchad le deuxième, mais qui rentre pratiquement dans tout ce qui est cosmétique, industrie, comment vous appelez ça, tous les Danone, les Nestlé, tout ce bazar-là. Et c'est un pactole de centaines, de milliers de milliards, produits par les Africains, mais dont malheureusement, les Africains n'en profitent pas parce que nos élites, une fois de plus, ont décidé de ne pas faire le bonheur des Africains. Merci à vous, Patient Parfum. Donc, le débat tourne également autour d'une controverse. Je rappelle que nous aurons le standard dans quelques instants. On parle d'une controverse qui a agité la toile et mis en alerte les chancelleries régionales. Les images circulant massivement sur les réseaux sociaux ces dernières heures, laissant entendre l'existence d'un prétendu bureau de l'Azawad du côté de la Côte d'Ivoire. Face à cette rumeur persistante, les autorités ivoiriennes ont réagi, sans donner le porte-parole du gouvernement, Coulibaly. Amadou a été catégorique mercredi, démentant formellement l'information. Son argument, la prudence justement face à la viralité des contenus non vérifiés, citant notamment les pièges d'une nouvelle ère numérique. Une déclaration forte qui remet donc la question de la vérification de l'information au cœur du débat. Mais je préfère qu'on l'écoute tout d'abord, le porte-parole du gouvernement dans cet élément avant de vous retrouver Tapé Goubera. Je rappelle que vous avez travaillé il y a quelques jours, bien sûr, sur ce prétendu, l'existence de ce bureau, fameux bureau du FLA du côté du territoire ivoirien, et vous appeliez justement le gouvernement à faire une sortie officielle à ce sujet. Écoutons le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Monsieur le ministre, le week-end dernier, plusieurs publications ont rapporté la création d'un bureau du Front de libération de l'Azawad en Côte d'Ivoire avec des images à l'appui. Ces allégations suscitent depuis de nombreuses réactions. Qu'en est-il réellement, monsieur le ministre? Pouvez-vous confirmer si une telle organisation existe bel et bien sur le territoire ivoirien? Merci, monsieur le ministre. Bien, votre question me permet de revenir à la campagne que le ministère de la Communication a engagée par rapport à une utilisation responsable des réseaux sociaux. À cela s'ajoute donc une rubrique que la RTI fait régulièrement depuis un certain temps pendant le journal télévisé afin de démentir les infox. Ces images n'ont pas été authentifiées par nos services. Beaucoup ont prétendu que c'était en Côte d'Ivoire, mais rien ne permet de dire que c'est en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien qu'avec les images, on peut tout dire, mais vous savez également qu'aujourd'hui, avec donc l'intelligence artificielle générative, on peut tout créer, notamment des deepfakes. Donc je peux vous assurer que pour le moment, nos services n'ont pas indiqué que ce bureau existait ici en Côte d'Ivoire et n'ont pas authentifié ces images. Il y a quelques indices, il suffit de regarder derrière, vous avez le drapeau d'un pays qui n'est pas celui de la Côte d'Ivoire. Il faut avoir l'œil observateur.
les boissons, bon, il y a beaucoup de boissons qui sont des marques internationales. Vous avez des sociétés en Côte d'Ivoire qui exportent leurs boissons. Donc, tous ceux qui ont fait des commentaires sur la qualité de la boisson, en tout cas, bon, ce qui nous a été rapporté, c'est juste des supputations. Nous n'authentifions pas donc ces images comme étant en Côte d'Ivoire. Vous avez donc tapé Groubera, la version officielle du gouvernement ivoirien. La vidéo n'a pas été authentifiée, donc il s'agit d'un deepfake. Alors, faut-il craindre justement l'impact de ces deepfakes et de l'intelligence artificielle sur la stabilité régionale dans un tel contexte? Tapé Groubera. Bien, avant de répondre à votre question sur la question de l'IA, je voudrais, puisque comme vous m'avez cité par rapport à l'intervention que j'ai eue la fois dernière sur ça, ma préoccupation était d'avoir l'information de l'État de Côte d'Ivoire. Mais si vous remarquez, ce n'est pas quelque chose qui a été fait de manière spontanée. Peut-être que n'eût été la question du journaliste, on allait rester encore dans le flou. Ça, c'est très important. Il faut savoir que lorsque ces informations ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, la première chose, au lieu de chercher à rassurer les Ivoiriens, qu'est-ce qui s'est passé? Le procureur sort une note dans laquelle il dit que toute personne qui va faire circuler l'information et qui va commenter est passible d'une poursuite de justice, d'une peine de prison et d'autres éléments qui vont s'en suivre. C'est-à-dire la menace d'abord. Les gens découvrent quelque chose, ils peuvent distribuer parce que soit ils ont peur, parce que c'est normal que l'on s'inquiète. Si vous avez des gens, parce que dans la vidéo, enfin, il y a quand même un deux, il y a la première vidéo, les gens parlent, il y a 3 mots qui sortent. Tu attends Abidjan, tu attends, comment on appelle, Azawad, et tu attends bureau. Voilà les mots que quelqu'un qui ne comprend pas les langues, etc., qui est là. Et vous avez une deuxième vidéo où il y a un monsieur qui est, je crois certainement un Tamashek aussi, qui dit que c'est une propagande des pays de l'AES et qu'en réalité, tel n'est pas le cas. Ce que le monsieur a dit, la vidéo existe, c'est que il parle simplement d'un bureau qu'ils ont mis à Abidjan pour surveiller, enfin, pour le compte des populations, comme on appelle les Touaregs qui sont en Côte d'Ivoire. Et la question que je m'étais posée, si cela est avéré, je dis bien si cela est avéré, ça pose un véritable problème. D'autant plus que l'Azawad n'est pas un État, nullement reconnu nulle part, sauf par ceux qui veulent déstabiliser le Mali. Le Mali est un État jusqu'à preuve du contraire, donc la représentation en Côte d'Ivoire du Mali, c'est l'État malien. Et l'État malien a bel et bien une ambassade. Donc, ça posait un problème. Je dis bien si cela est avéré. Deuxième élément qui pouvait s'avérer, si c'était ça, c'est que ces gens-là, une fois que, puisqu'ils ont peut-être certainement dans leur débat, cherché une forme de stabilité, quelque part, pour pouvoir, comment on appelle, agir. Et quand nous faisons le lien, parce que M. Blaise Compaoré, quand il était au pouvoir, c'était sa stratégie, que tout le monde sait, et même à l'époque, M. Roch Kabouré en a parlé, en disant aux voyous, là, à ces mercenaires, vous n'attaquez pas mon pays, et mon pays va servir de tremplin ou bien de lieu de passage pour que vous ayez fait tous vos sales besoins. Et chaque fois qu'il était question de récupérer l'argent pour les soi-disant otages, en réalité, c'était une manière pour les Occidentaux de financer ces organisations-là. Blaise Compaoré a toujours été celui, c'est pas lui, c'est son frère, ou bien même des gens dans son entourage, pour aller servir de lien entre les otages et la remise de l'argent. Les gens lui remettent l'argent en filigrane, lui il le fait, et les pays occidentaux disaient, ah non, nous, on ne discute pas avec les, comment on appelle, les terroristes. Or, on sait tous que depuis le 31 octobre 2014, M. Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. Il n'est pas seul, avec son petit frère maintenant qui est venu, qui l'année passée n'a pas pu retourner, qui est encore là-bas. Sans compter les gens du RSP, c'est-à-dire les régiments spéciaux présidentiels, donc ils sont encore à Abidjan. Et M. Blaise Compaoré, le 14, il est arrivé le 31 octobre 2014, le 14 novembre
2014, il a eu la nationalité ivoirienne. Décret signé par M. Ouattara. Et à l'heure où je vous parle, pendant que le président Gbagbo n'était même pas, le ministre Charles Blé Goué ne sont pas sur la liste électorale, M. Blaise Compaoré est sur la liste électorale. Et ce que peut-être, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, si M. Blaise Compaoré veut être président aux prochaines candidatures, il le peut parce qu'il a déjà fait 10 ans de présence en Côte d'Ivoire, donc il peut le faire. Il peut devenir, après avoir été président du Burkina Faso pendant 27 ans, il peut devenir être... Il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas possible. Mais si on veut se conformer à la loi, M. Blaise Compaoré a le droit d'être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Bref, je ferme rapidement cette parenthèse pour dire que il y a un certain nombre d'indices qui ont permis aux Ivoiriens de continuer de douter. Alors que, vous voyez, il intervient, or, ça aurait été quelque chose qui devait être normal. C'est-à-dire, c'est quelque chose de grave pour rassurer les populations sans qu'on lui pose la question. Il vient dire non, nos services n'ont jusque-là pas détecté ou bien identifié ce groupe dont on parle. Je voulais vous rassurer que ce sont certainement des choses qui se passent, c'est des fake news, comme on le dit. Donc, pour répondre maintenant à votre question, oui et non. Rappelez-vous déjà, le président Ibrahim Traoré a dit que lui-même de faire attention par rapport comment on appelle, à l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui, il faut le dire, est capable de vous faire croire des choses auxquelles vous-même, auxquelles vous ne vous attendez pas. Mais ça dit que c'est une autre forme de mensonge qui est venue là. Ça dit que cet outil-là, il va servir plus à déstabiliser les gens que à les mettre en confiance. Vous voyez, c'est ça un peu une situation. Comme disait Paul Valéry, dit même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Nous nous trouvons dans une situation avec ces outils qu'on pense pouvoir aider l'homme dans un thème de technologie à les aider, mais qui peuvent servir à déstabiliser les pays. Et comme ce sont les gens de l'extérieur, notamment ceux qui ont les moyens, qui maîtrisent ces outils, donc on n'est vraiment pas à l'abri d'entendre des choses qui peuvent nous déstabiliser. Alors quelle explication donnez-vous justement à ce silence tapé Groubera, puisque avant la sortie du porte-parole du gouvernement, on imagine que si la question ne lui avait pas été posée, forcément on n'aurait pas la version officielle du gouvernement sur ce sujet. Avant cette sortie, vous avez évoqué tout à l'heure la sortie du procureur qui mettait plutôt en garde contre la diffusion de cette information-là. Alors, quelle explication logique donnez-vous à ce silence-là? Bon, écoutez, je pense, soit il y a du mépris des populations pour dire que, comme on maîtrise, parce que ça fait quand même 15 ans que M. Ouattara est au pouvoir, ça fait 10 ans, bientôt il va faire un quatrième mandat illégal, donc ça fait bientôt de 2010 jusqu'en 2025, où ça fait déjà 15 ans qu'il est au pouvoir, et il va donc entériner pour un quatrième mandat illégal encore. Donc, on se dit que c'est des populations qu'on maîtrise, et donc ils ne peuvent pas, revendiquer quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut utiliser à l'heure, même si c'est vrai, ou bien si c'est faux, on n'a pas besoin de savoir. Tout ce qu'on leur demande, c'est de tester. Ça dit, c'est ça la question de ce qu'on appelle la dictature, qui y a en Côte d'Ivoire, qui est une réalité. Donc, la raison, c'est parce qu'ils dominent. Donc, eux, c'est tout ce qu'ils disent. On n'a pas besoin de regarder dans la gestion de l'État, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc, je pense que c'est cet aspect-là. Maintenant, il y a aussi peut-être un autre aspect, qui est que peut-être que ce qui pourrait avoir été vrai, mais que, comme c'est sorti, on veut le cacher. Parce que le ministre parle du drapeau. Effectivement, quand on regarde, il y avait le drapeau tchadien. La question que je me pose, si des autorités tchadiennes viennent, ce n'est pas même pas, parce qu'on oublie qu'il y a eu sur les réseaux sociaux une réponse de quelques personnalités proches du pouvoir qui ont dit non, que ces gens-là c'est ça des Tchadiens qui sont venus avoir des réunions avec une partie comment on appelle, de la caisse comment on appelle, des pensions. Donc, c'était j'ai lu ça, malheureusement. Donc, c'était les gens, pour parler de la question des pensions, entre, peut-être, ils voulaient s'enquérir du modèle ivoirien, comment la Côte d'Ivoire faisait pour pouvoir continuer de payer les pensions des anciens fonctionnaires, les retraités, etc. Et c'est cette rencontre qui a été transformée en parlant de, comment on appelle, des djihadistes. Ça, c'était pratiquement, je veux dire, une
information officielle qui avait été donnée sur les réseaux sociaux au départ, après qu'il y a eu, comme on appelle, le communiqué du procureur qui disait que toute personne qui reprendrait ou bien qui diffuserait serait passible d'une peine de prison assortie d'une amende. Vous voyez que on a l'impression qu'il y a eu quelque chose, on ne sait pas c'était quoi effectivement, mais nous on ne sait rien. J'espère de tout cœur que effectivement ce que le ministre vient de dire à la suite de la question de votre confrère et que c'est vrai et que donc les Ivoiriens peuvent dormir en paix parce que nous ne voulons pas, comme aujourd'hui ça se passe au Burkina Faso, parce que Blaise Compaoré, en faisant ça, maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, aujourd'hui voilà, donc le Burkina en subit. Je ne veux pas et nous ne souhaitons pas que cela arrive à la Côte d'Ivoire. C'est ça la question de la prévention et c'est ça la question de la gouvernance. On gouverne un peuple et c'est pour le peuple qu'on le fait. Bon, malheureusement, je ne sais pas s'ils le font pour le peuple, mais c'est pour cela que nous nous interrogeons sur cette situation. Merci à vous, Tapé Groubera. Avant de retrouver le docteur Essoussé et patient parfait, on va faire un tour standard et écouter également les téléspectateurs sur ces deux thématiques. On va prendre Marc, qui est déjà calé et qui a fait preuve de patience. Merci à vous, Marc. Bonsoir et bienvenue. Tapé et à mes patients d'hommes et au docteur. Mais ce que je voudrais dire par rapport au Congo, comme je le disais ce matin, je disais que aujourd'hui, nous remarquons qu'il faut quelqu'un qui a la pensée, l'idéologie de Lumumba au pouvoir au Congo. Parce que nous trouvons que M. Tshisekedi, que ce soit M. Kabila jusqu'à Mobutu, Mobutu qui était ami à Lumumba, avec ses 7 amis, c'est-à-dire Lumumba avec ses 7 amis où il y avait Mobutu là-dedans, il se trouve que depuis que lui, il a suivi la CIA pour liquider Lumumba, jusqu'à ce jour, le Congo est aujourd'hui en lambeaux. Donc, il faut quelqu'un qui est un lumumbiste. Et je pensais à ce monsieur qui est venu chasser les Koulouna, là, qui avait une pensée lumumbiste. Très bien. Il pouvait prendre, en tout cas, aujourd'hui en main, la politique du Congo. Mais il se trouve que M. Tshisekedi s'est ligué contre lui et a tenté même, peut-être même de l'enfermer. Avec l'appui des impérialistes qui sont aujourd'hui en train de piller le Congo. Leur désir est quoi? C'est de balkaniser le Congo. Et un territoire de près de 2 millions de kilomètres carrés. Et un monsieur qui n'est même pas un patriote et qui est aujourd'hui président du Congo. Mais qu'est-ce qui lui manque? Si vraiment il est un patriote, qu'est-ce qui lui manque de former une armée forte? Tu habites un territoire, tu es le dirigeant d'un territoire qui est riche. Et puis maintenant, tu te laisses comme ça, mais il y a tous les pierres de tout Akabi peuvent venir vous attaquer pour ramasser les ressources. Il faut, vous avez vu Kadhafi avec une armée forte. Si toutefois les gens de l'OTAN ne venaient pas avec leur avion, avec un faux alibi, mais aujourd'hui, la Libye allait être forte. Aujourd'hui, ils regrettent. Il y a le fils de Kadhafi qui est en train de travailler à l'est de la Libye et avec General Haftar de pouvoir reprendre en main la politique de la Libye. Mais depuis que Mobutu, qui a fait ce coup-là, est aujourd'hui parti. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur prend à ne pas former une armée puissante pour pouvoir gérer le territoire congolais. Et que les gens comme les M23 ou quoi là, ils vous tiennent en haleine. Vous ne même pas pouvoir même faire quelque chose au Congo. Voilà. Maintenant, bon, pour le problème de la Côte d'Ivoire, monsieur Guéné, monsieur Ouattara est en train de nous endormir. Mais vous allez voir, il paye aujourd'hui la sécurité de la Côte d'Ivoire en monnaie à ces bandits-là. Et vous allez voir que quand il ne sera plus au pouvoir, le nord de la Côte d'Ivoire sera une zone où ça sera pour la djihadiste. Ça, c'est sûr, c'est certain. Voilà.
Donc, moi, je ne suis pas en train de vous mentir, mais les nouvelles que nous entendons ne sont pas bonnes. Merci beaucoup. Marc, merci à vous. Merci surtout d'avoir respecté le timing de la soirée. 2 minutes de temps de parole pour chaque téléspectateur. On va prendre le prochain appelant au standard. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonjour. Ok. Et bonjour, monsieur Nguéné. Je salue le docteur Issou. Et monsieur Nguéné, moi, j'ai suivi un peu vos analyses, mais je vois que c'est dommage pour l'Afrique parce qu'en fin de compte, je vois que nous, les Noirs, on ne veut pas évoluer. Moi, je me demande combien d'accords le Congo a fait. Et moi, je dis toujours le problème du Congo, c'est pas seulement le problème de Congo, c'est de toute l'Afrique. Est-ce qu'on a besoin d'aller aux États-Unis pour régler les problèmes africains? Et je crois qu'il serait temps que les Africains on accepte notre incapacité. La race noire est incapable de résoudre ses problèmes, monsieur Nguéné. On est incapable. À un moment donné, il faudrait qu'on se voie dans la glace. On se dit qu'on est incapable. Et on est 54 pays sur le continent. Et sur les 54 pays, il n'y a aucun pays qui peut amener la paix au Congo. Moi, j'ai presque 50 ans, mais j'entends la guerre du Congo depuis que je suis né. Mais je dis, mais c'est bizarre. Est-ce que c'est aux États-Unis que les Africains doivent aller résoudre leurs problèmes? Je dis, cette incapacité, regarde, moi, je prends seulement le problème de l'AES. Mais qui n'a pas écouté le discours de Kwame Nkrumah, qu'il faut que l'Afrique s'unisse? Regardez, l'AES, il y a 3 pays qui se sont unis, mais qu'est-ce qui empêche le reste des pays sur le continent de s'unir à cette dynamique-là? Donc, moi, je dis franchement, à un moment donné, il faut qu'on se voie dans une glace, qu'on se dit qu'on est incapable. Et je vois aussi que c'est une autre conférence de Berlin qui se passe devant nous. C'est une autre conférence de Berlin et qu'on est au 21e siècle. Et nous, les Africains, on accepte cela. On prend nos richesses. Et ce qui est bizarre, que moi, quand je vois tout ça, je dis, mais c'est bizarre. L'Afrique, on a toutes les ressources minières. On a la jeunesse. Et moi, je dis, mais sans les ressources minières, l'Europe n'a pas... Ils peuvent avoir l'industrie, mais sans les ressources minières, il n'y a pas d'industrie. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser ces ressources minières comme des armes? On a la jeunesse. Mais c'est ce qui est un peu étonnant. Et moi, je me dis toujours, comment se fait-il que les Européens, les Asiatiques, c'est pas les Russes, disent qu'ils ont des intérêts en Afrique? Et quand est-ce que nous, les Africains, on a des intérêts en Europe, en Chine, en Russie? Il est temps qu'on cesse de dire que les Européens, ils ont des intérêts en Afrique. Il serait temps qu'on cesse de dire cela. Parce qu'on ne peut pas avoir des docteurs, des ingénieurs sur le continent et qu'on les mêmes rhétoriques chaque fois. L'Europe n'a pas le droit d'avoir des intérêts sur ce continent. Parce qu'on a été marginalisé, on a été torturé, l'esclavitude. Tout ça là, on ne peut pas l'accepter quand on dit chaque fois que les Européens, ils ont des intérêts. Mais c'est une peine. On assiste à une conférence de Berlin au 21e siècle. Et merci. Nous tous, nous les Africains, nous sommes là. On vous remercie et on vous suit, c'est Eric. À plus. Merci à vous. Alors, Zerfel, vous êtes également au standard. Bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur Nguéné. Et je salue le doyen Parfum d'Homme. Je salue mes 2 frères qui sont de l'autre côté, celui qui est sur le plateau avec le doyen. Voyez-vous, comment dire, ce qui se passe aujourd'hui, je commence d'abord votre introduction, c'est que le Parfum d'Homme, il a dit, parce que quand il vient sur le plateau, je suis très content, parce que c'est un monsieur qui dit la vérité. Bien sûr que monsieur Nguéné, vous lui posez des questions pertinentes, mais il vous répond correctement, parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas chose bien de mentir aux citoyens. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, là, c'est nos dévanciers là qui sont là depuis longtemps, qui font que abaisser les culottes devant leurs homologues, c'est pourquoi nous souffrons. Sinon, ce monsieur-là, qui est quitté en Belgique, nulle part, et qui est arrivé dans un grand pays comme ça, riche,
et qui se fait qui se promène dans les avions et qui prend l'argent des Congolais pour se promener de gauche à droite. Et les Congolais, ils disent qu'il y a des intellectuels là-bas qui remplissent des choses, l'Assemblée nationale ou les choses, comment dire, des bureaux là-bas et qui ne disent rien. C'est quand même grave. Il n'est pas le seul intellectuel de la chose au Congo. Il y a beaucoup d'intellectuels congolais qui sont là, mais ils ferment les yeux là-dessus parce qu'ils reçoivent leur salaire, ils s'en foutent du reste, de leurs citoyens. C'est ça la vérité. Parce que moi, pour dire encore, pour que je passe ce qui de la Côte d'Ivoire, parce que vous aujourd'hui, la jeunesse qui monte aujourd'hui en politique, là, vous devez vous mettre ensemble, même si vous qui êtes là aujourd'hui en train de supporter les vieux loups qui sont là, parce que j'ai vu les deux élections qui sont passées dans les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, mais j'ai vu cette jeunesse qui a trompé les jeunesses, comme cette jeunesse d'en bas qui comptait sur vous, les intellectuels, vous avez trompé ces jeunes-là. En se mettant derrière, comment dire, les vieux qui étaient là. Je parle de la Côte d'Ivoire et puis je parle de choses aussi du Cameroun. En Côte d'Ivoire, on a vu Dom Melo, on a vu Madame Simone. Qu'est-ce qui a crié pendant des choses, comment dire, des moments avant que les élections arrivent? Et il y a eu des gens qui ont supporté pour dire qu'allons voir. Allez voir quoi? Une élection ne dit pas qu'on va voir. Une élection, on va pour gagner. Dieu ne dit pas qu'on va essayer. On ne sait jamais une élection. Ça, c'est la moindre des choses. Il faut être sûr que tu vas gagner ou tu t'en vas. Mais si tu n'es pas sûr, là, mais il faut t'armer correctement, voir les contours avant que tu ailles. Mais il y a des gens qui l'ont encouragé. Il y a des Ivoiriens qui ont encouragé ces candidats-là. Je suis désolé pour vous. Aujourd'hui, vous n'avez plus, comment dire, la parole. Vous n'avez pas droit à la parole aujourd'hui. Parce que ce que vous avez dit là, ça vous a rattrapé dans les urnes en voyant 1%, 2%. C'est ça les élections. Voici la chose. Au Cameroun, c'est la même chose. Les jeunes qui se sont présentés pour être candidats, au lieu de se mettre ensemble pour que ces jeunes puissent monter, non, les jeunes, là, ils vont vendre le pays, ils s'en vont avec les Occidentaux, mais les vieux qui sont là depuis longtemps, des siècles, ils n'ont pas coopéré avec les choses des Européens et les Occidentaux. Mais restez tranquille un peu là. Parce que quand vous parlez là, ça fait très mal, nous qui nous écoutons. Voilà. Je m'arrête là, je vais parler un peu de la Côte d'Ivoire. Parce que mon frère Tapé, il a tout dit. Hein. Parce que aujourd'hui, le procureur, quand il se lève le matin, quand il n'a pas bien dormi, c'est pour distribuer des arrestations en Côte d'Ivoire. Sinon, pour un intellectuel qui dit que tu es un procureur là, avant de sortir des mots, il faut tourner ta langue 7 fois d'abord avant de sortir. Comment il peut... Parce que moi, j'ai lu ça, ce que mon frère a dit tout à l'heure, j'ai lu. Il va poursuivre des gens, celui qui va parler de ça. Mais attends, on est dans un pays aujourd'hui, c'est pas un pays, comment dire, de la poche de quelqu'un, pour dire que tu n'as pas le droit de mettre ta main dans ma poche. Putain, je m'arrête là. Merci. Parce que c'est très différent. Merci. On retire ce qu'on a dit à la fin de l'émission. Merci à vous. Alors, je pense que nous avons un autre appelant au standard. On va lui accorder également un peu de temps de parole, 2 minutes. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Nguéné. Merci, Call Center. Je dû me garer parce que j'ai suivi l'émission étant au volant. Je salue Monsieur Pafedon et puis Dr Soucé. Je voulais donner mon point de vue, particulièrement sur la RDC. Vous savez quoi, Monsieur Nguéné? Les États-Unis se trouvent aujourd'hui dans une situation très complexe avec l'IA. Et quand je parle de l'IA, je parle des composants qui permettent de pouvoir non seulement performer au niveau de l'informatique quantique, mais aussi des minéraux. D'autant plus que Xi Jinping a restreint les exportations de certaines matières rares. Donc, du coup, Donald Trump est un businessman, mais en même temps un homme géopoliticien, a trouvé une façade, je dis ça comme ça, pour essayer de trouver un point de chute au cas où la Chine lui fermerait le robinet. Voilà pourquoi il a fait cette communication selon laquelle on a trouvé un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et quand je vois l'autorité qui a parlé sur la vidéo que vous avez présentée, moi, je peux considérer ça comme une façade. Parce que, en réalité, ils ont en fait ce qu'on appelle le fusil dans le cou, où ils sont obligés
de répéter ce qu'on leur demande de faire s'ils veulent avoir une survie. J'avais dit dans vos émissions précédentes que M. Tshisekedi joue un faux jeu. En même temps qu'il fait croire qu'il prône une forme de panafricanisme, mais ce qu'il ne peut pas dire, c'est des conditions qu'on lui rappelle comment il a été élu, comment il est là au pouvoir, pour lesquelles il est obligé de respecter la dictate des Occidentaux. Et quand je parle de la dictate, d'un côté, la Grande-Bretagne qui saisit le Rwanda comme un pion, d'un autre côté, les États-Unis qui font en fait cette forme de chantage. Donc, il est dans une forme d'embroglio, vous voyez. Et c'est pour ça que quand vous voyez tous ces discours, les gens, ils voient ça un peu comme une parole d'évangile, mais en réalité, il y a des dessous, pas des dessous de table, mais on peut dire des sous-bassements. Donc, Tshisekedi est pris en otage, il n'a pas le choix. Soit il fait le jeu des Américains, soit on sort tous les scandales possibles sur lui, et puis il sera rebuté, ou comme on dit en français là, refoulé par son peuple. Donc, il joue sa survie politique et il est obligé de mettre ça en pratique. Soit il accepte de jouer le vrai, comment on dit ça, panafricain, en acceptant le sacrifice qu'il faut, c'est-à-dire le prix qu'il faut pour sauver son pays. Mais il ne peut pas. Voilà pourquoi tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, pour moi, c'est des choses qui sont, je peux considérer ça comme pipé d'avance. Et c'est dommage pour lui parce que on avait espéré qu'il ait un sursaut d'orgueil, mais tous ceux qui sont autour de lui sont tous reliés à Bruxelles. Et quand je dis Bruxelles, je parle de leur ex-colon, la Belgique. Donc, il est dans une situation vraiment inconfortable qui l'oblige à accepter tout ce qu'on lui dicte aujourd'hui, contrairement au discours que moi j'ai entendu, que je considère ça de fallacieux. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye. Merci. Merci à vous, Monsieur Peter. On prend un autre appelant avant de retrouver le docteur Essoussé, patient par Fendom. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Nous allons revenir sur le plateau. Docteur Essoussé, vraie fausse présence, ou du moins ouverture d'un bureau du Front de Libération de l'Azawad sur le territoire ivoirien. Certains ont remis en cause le mutisme des autorités ivoiriennes sur le sujet, bien que la réaction du procureur soit intervenue dans un contexte un peu particulier. On parle bien sûr d'un ton martial, une mise en garde contre ceux qui diffusaient justement cette information, mais officiellement, bien avant la tenue de son conseil de ministres, on n'avait pas un démenti formel à ce sujet. Aujourd'hui, le gouvernement parle d'un deepfake. Alors, à qui profite justement cette campagne de désinformation qui, visiblement, si on s'en tient à la version officielle, aurait été montée de toutes pièces et reposerait aujourd'hui sur des faits non vérifiés? Non, ça profite à ceux qui sont auteurs de ces vidéos, n'est-ce pas? Parce que généralement c'est celui qui émet la vidéo, qui la monte et l'émet à un objectif à atteindre. Et naturellement, c'est à lui que cela profite. Je veux dire simplement que sur le plan de la forme, n'est-ce pas, il y a un démenti, on va croire, n'est-ce pas? Mais sur le fond, quand on veut analyser au fond, il est difficile pour nous de croire lorsque nous connaissons tous les problèmes qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et les États de l'AES, lorsque on sait le rôle que la Côte d'Ivoire joue, n'est-ce pas, dans la déstabilisation, c'est la passerelle dans la déstabilisation des États du Sahel. Ne l'oubliez pas que en 2024, l'année dernière, et au mois de décembre, le général Tchani avait fait du Niger avait fait une sortie. Je rappelle toujours cette sortie qui était une sortie officielle. Je crois que c'était le 23 décembre
où il révélait un certain nombre de faits avec des preuves, n'est-ce pas, sur le rôle que jouait le Nigeria et la Côte d'Ivoire dans les mécanismes de déstabilisation des États du Sahel. Il s'était même projeté, il était allé plus loin, jusqu'à parler même du Cameroun, n'est-ce pas? Donc, il avait bien défini à ce temps-là les matériaux qui étaient en Côte d'Ivoire, les camps d'entraînement, n'est-ce pas, qui étaient en Côte d'Ivoire, les moyens, n'est-ce pas, logistiques mis à la disposition de cette nébuleuse terroriste-là en Côte d'Ivoire. Il avait dit, alors aujourd'hui, quand on voit une vidéo comme celle-là, nous dit simplement que le drapeau qui était derrière n'est pas le drapeau ivoirien, n'est-ce pas? On peut mettre un drapeau, on peut le mettre à n'importe quel moment. Et par là, incriminant, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au Tchad que cela a été monté, puisque c'est un drapeau tchadien. Ça veut dire que c'est au Tchad que cela a été monté. Donc, et lorsqu'on voit un peu la façon dont a communiqué le procureur, vous le dites, avait un ton martial, au fait, les mises en garde, de quoi avait-il peur, n'est-ce pas? Il suffisait. Et cela, aujourd'hui, relève un sérieux problème pour nos gouvernants africains, pour nous, et même au Cameroun. Ça dit que on a des gouvernants qui ne communiquent pas. Il faut le dire. Quand il y a un problème, on laisse, n'est-ce pas, des interprétations. C'est lorsque les interprétations ont déjà construit vraiment un certain fondement au point où ces interprétations sont devenues consommables, qu'on surgit avec une soi-disant mise au point ou contre-vérité qui ne se fait pas. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, les moyens que nous avons aujourd'hui imposent, n'est-ce pas, nos gouvernants à aller vite, à s'arrimer au rythme de la modernité et du modernisme. Alors, nous avons les moyens aujourd'hui numériques, au point où même ce qui se passe dans la chambre, subitement, les minutes qui suivent, les secondes qui suivent, c'est dehors. Il est donc anormal que on puisse avoir des informations aussi graves comme celle-là, et on attend une conférence ministérielle où une question sera adressée si la question n'était pas adressée. Alors, on serait toujours aujourd'hui en train de supputer, n'est-ce pas, sur la question. Et la légèreté même avec laquelle, parce qu'il faut le dire, la légèreté avec laquelle on apporte le démenti. Non, un démenti officiel, c'est pas ça. Pour des questions aussi graves, parce que ça touche, n'est-ce pas, un volet, c'est la diplomatie, ça touche l'intégrité même de la Côte d'Ivoire. Alors, la réaction ne devrait pas attendre. Et j'ai dit, c'est un malaise. Et quand nous voyons ces histoires-là, on décrit ce qui se passe. J'ai dit, et même au Cameroun, ce qui se passe, la légèreté avec laquelle on communique. Parfois, on laisse, n'est-ce pas, les gens interpréter, on laisse des choses, il n'y a pas de communication. Et c'est un jour comme ça que un ministre, lui, dans ses envolées, va lâcher. Non, quand on est un porte-parole du gouvernement, je pense que toutes les questions qui touchent l'intérêt national, toutes les questions qui touchent l'intégrité nationale, les questions qui engagent la vie publique, alors il doit être toujours au taquet. C'est-à-dire, il faut toujours avoir du répondant et apporter la lumière. Ça permet de tuer, si c'est une rumeur, ça permet de tuer la rumeur. Si c'est un montage, ça permet. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, avec l'IA, on parle comme ça. Non, il faut apporter des preuves. Il y a des preuves techniques aujourd'hui, n'est-ce pas, que les informaticiens ont pour démontrer que c'est l'IA. Donc, moi, je dis, ce problème-là, il y a quelque chose qui se cache derrière. Alors, patient Parfendom, faut-il remettre en cause la démarche des autorités ivoiriennes qui ne se sont pas activées tout de même dans le démenti? Là, on a l'impression que voilà, si la question n'avait pas été posée, on n'aurait pas sa version officielle aujourd'hui. Alors, ce contexte-là, quelle explication faut-il donner? Je m'arrime vraiment à la chute de Dr. Ressuscité tout à l'heure. Vous me voyez à noir. Je suis tout de noir vêtu, nous sommes vendredi, mais c'est surtout parce que en ce jour, nous déclenchons la procédure de deuil de notre camarade et ami assassiné dans les geôles du secrétariat d'État à la Défense, le CED. Parce que c'est ça un assassinat, quand on vous empêche
d'avoir cet extracteur d'oxygène qui vous permet de maintenir vos poumons en flot. Que vous êtes responsable de vos propos, patient Parfendom. Effectivement. Vous qui parlez d'assassinat. Oui, effectivement. Nous avons la version officielle, justement, oui, du ministère de la Défense j'en viens justement à cette communication pour montrer, n'est-ce pas, que quand les gens ont eu avoir ce type de légitimation de pouvoir, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, on en arrive avec des officiels qui communiquent pour ces gouvernements, mais qui ont une communication totalement à la rue, qui n'a aucune cohérence. Donc moi, je ne crois pas du tout à la communication professée par ce ministre ivoirien, qui est issu d'un gouvernement qui a fraudé, qui a violenté la légitimité, qui a volé la légitimité populaire. Il est peut-être d'ordre légal, tout à l'heure vous m'avez parlé du caractère légal, n'est-ce pas? Mais sur le plan de la légitimité, ces gens, ils ont un véritable problème de légitimité. Donc ils ne peuvent que mentir. J'en viens à l'assassinat d'Anissé, je dis que eux-mêmes, ce sont mes propos, ce sont les miennes, je les assume pleinement. Ils sont bien responsables et conscients du fait qu'ils l'ont assassiné. Ils l'ont empêché de respirer, donc ils l'ont empêché de vivre. Donc, je pense que nous ferons des émissions, n'est-ce pas, dédiées à ce grand homme, camarade de lutte avec qui j'ai cheminé depuis 1990. Je rappelle que depuis 1991, j'étais membre du bureau politique de l'UPC au même titre que lui, et nous avons longtemps cheminé ensemble, et nous avons même été aux côtés pratiquement du pouvoir. Et quand je me souviens de la visite de Macron au Cameroun, c'était sur votre plateau que Anissé Kane et moi, et d'autres, Arrête Kouya en l'occurrence, nous avons contesté le fait que la France vienne encore se pavaner au Cameroun sans avoir à régler la question du contentieux historique. Je n'oublie pas. Pendant cette période, nous avons d'ailleurs créé une association qui s'appelait Meki Ya Africa, le sang de l'Afrique, dont j'étais le porte-parole, avec l'appui et le génie d'Anissé. Donc, repos en paix, camarade d'Anissé. Mais pour revenir, je dis, ce ministre batifole, pourquoi? Pourquoi il hésite? Pourquoi il tourne la langue? Qu'est-ce qui se passe? Il veut maintenant refiler le bébé ou bien la patate chaude au Tchad? Qu'est-ce qui se passe au nord de la Côte d'Ivoire? Pourquoi le Burkina se plaint du nord de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc voilà les États que nous avons, voilà les dirigeants que nous avons. Ils n'ont pas une clarté dans leur position, ils n'ont pas une volonté, une véritable ambition d'apporter la paix au niveau de nos pays. Et il y a ce que nous voyons là. Maintenant, je sors parlant sur ma fin d'émission. Oui. Vous vous souvenez, on a parlé dernièrement des jeunes soldats africains qui sont allés se battre, soi-disant recrutés ou bien enrôlés pour aller se battre auprès de l'Ukraine. Qu'est-ce que l'ambassadeur de l'Ukraine avait eu comme déclaration et à Dakar et à Abidjan? Quelle a été la réaction de ces dirigeants? C'est quoi? Bon, donc moi, je ne suis pas prêt à m'engager à croire aux déclarations de ces ministres issus des régimes illégaux et qui ne peuvent que produire mensonge après mensonge comme Mme Michel Alliot-Marie. Voilà. Donc, et c'est ça leur ADN, c'est ça leur structuration. Et je crois que ce n'est pas du tout des postures enviable pour la suite, parce qu'on sait que une déflagration qui puisse se produire dans un conflit entre l'AES et la Côte d'Ivoire, une fois de plus, ce sont les pauvres populations africaines qui vont payer le prix de cette insolence, j'allais dire cette irresponsabilité de la part de ces gens qui nous ont été imposés et qui continuent de détruire complètement notre continent. Merci à vous. Alors, Tapé Groubera pour sortir en 1 minute 30 de l'émission. Mot de fin. Oui, bien. Donc, pour cette situation, nous, on est écouté et ben, il y a beaucoup de points d'ombre qui demeurent encore. Et nous souhaitons que ce qu'il a dit est vrai. Nous souhaitons que ce soit vrai et que la sécurité des Ivoiriens ne doit pas être monnayée sous l'autel d'une force,
que joue le régime de Ouattara pour l'impérialisme, il faut épargner la vie des Ivoiriens et que c'est ça qui est la chose la plus importante. Maintenant, nous en tenons à ça et nous sommes toujours à l'affût s'il y a des informations pour que cette information ne soit faite. S'ils veulent être, comme on appelle, honnêtes, la première des choses, ce n'est pas de brandir une mesure pour faire peur aux Ivoiriens, mais ce qu'il faut plutôt, c'est de les rassurer. Et les rassurer, c'est qu'un gouvernement qui est responsable doit venir dire aux Ivoiriens, ou bien n'importe quel pays, mais pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, que voilà une telle situation, voilà ce qui se passe, mais voilà comme il le dit, leur système n'a pas encore eu à les détecter. Pour le moment, nous en tenons à ça, c'est ce que je tenais à dire. Voilà. Merci à vous, Tapé Groubera, président du MORAF, au docteur Essoussé, expert des relations internationales, tout comme à vous, en politique, patient parfum d'homme. C'était donc tout pour cette émission du Point sur l'actualité, édition du 5 décembre 2025. On se donne rendez-vous lundi prochain, dans le cadre, bien sûr, de notre production, du moins la production de votre quotidienne, sur votre média panafricain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de week-end à tous. Merci également à l'équipe technique ainsi qu'à nos nombreux téléspectateurs.